Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Quand tu parles de clientèle qui a des difficultés d'adaptation, je sens là, dans ce que tu as décrit que c'est beaucoup plus large que les deux à laquelle tu t'intéresses principalement en ce moment. Mais qu'est-ce que tu veux dire par trouble d'adaptation? Parce que j'ai l'impression qu'il y a probablement des entraîneurs et des intervenants dans le sport à plein de niveaux, en activité physique à plein de niveaux, qui font probablement plus affaire au quotidien qu'ils pensent avec des gens qui ont des troubles d'adaptation. Puis je pense que si on est capable de le définir, ça va peut-être faire comme « Oh, cette personne a un trouble d'adaptation. » Je sais qu'ils probablement que c'est pas leur rôle de diagnostiquer ça, mais de dire « Hey, peut-être que les principes ou les suggestions ou l'information qu'on a entendue aujourd'hui va m'aider justement à mieux négocier, à mieux gérer une personne qui a peut-être un trouble d'adaptation. » Tu sais. Oui, c'est sûr, juste pour être clair, le psychoéducateur fait pas d'évaluation diagnostique. On travaille avec des personnes qui ont pas nécessairement un diagnostic qui est en lien avec un trouble d'adaptation. Ça peut être une difficulté d'adaptation. Une difficulté d'adaptation, dans le fond, ou une personne qui présente des difficultés d'adaptation, c'est une personne qui n'arrive pas à fonctionner au niveau qu'elle souhaiterait fonctionner dans un certain contexte. Fait que si je pourrais te donner l'exemple de l'anxiété. Si tu as une anxiété sociale, ça fait en sorte que dans certains contextes sociaux, la personne n'arrive pas à réaliser les tâches ou les activités qu'elle devrait être en mesure de réaliser ou qu'elle souhaiterait être en mesure de réaliser. Puis je pense que ça aussi, c'est intéressant là, comme débat, là, mais la question du devrait versus souhaiterait là, réaliser. Fait que, mais allons-y avec souhaiterait réaliser. Ouais. Donc, c'est ça fait que ça touche, ça peut être tant au niveau de problèmes qui sont davantage intériorisés ou de difficultés qui sont intériorisées comme des symptômes dépressifs, de l'anxiété, du stress, ou ça peut aussi des éléments qui sont davantage extériorisés comme des comportements agressifs, de la violence, des comportements de consommation. Fait que tout ce qui peut faire en sorte qu'une personne fonctionne pas au niveau qu'elle pourrait ou devrait être en mesure de fonctionner, on peut considérer ça comme des difficultés d'adaptation. Donc, puis ce qui est intéressant, c'est quand on regarde, par exemple, tout ce qui est dans le manuel diagnostique, le DSM, pour chacun des diagnostics, il y a un élément qui se rattache au fonctionnement adaptatif de la personne. Fait en plus d'avoir, par exemple, tant de semaines avec un état dépressif ou tant d'épisodes de panique dans un certain délai. Donc, en plus des critères qui se rapportent vraiment à la condition, à la difficulté de la personne, il y a toujours un item qui dit que ça doit nuire au fonctionnement quotidien de la personne. Ouais. Fait que ça doit comme significativement nuire à son fonctionnement parce que tu peux avoir des crises de panique, mais si ça nuit pas à ton quotidien, ça n'a pas besoin d'être dans l'ensemble de tes sphères là, de fonctionnement. Ça peut être juste à l'école ou ça peut être à l'école, à la maison, au travail. Ça peut être plus généralisé. Fait que ça, c'est intéressant parce que quand on regarde tous les diagnostics, techniquement, quand tu as un diagnostic du DSM, c'est parce qu'il y a cette question, ce concept-là ou ce principe-là de difficulté d'adaptation. Puis, c'est super intéressant. Puis merci de la clarification parce que je pense qu'on pense pas assez justement au fonctionnement souhaité, tu sais. Puis le côté avec devrait souhaiter, c'est que d'un côté, si on parle de devrait, c'est qu'on s'impose des choses qui vient probablement plus externe. Puis souhaiter de ce que moi je comprends, là, puis tu me corriges, puis je pense pas qu'on va aller profondément là-dedans. Mais souhaiter, c'est dire, à un moment donné, c'est qu'est-ce que toi tu veux, tu sais, au lieu de dire le faire par obligation. Puis il y a tout un impact sociétal. Des fois, on se fait, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Mais toi, qu'est-ce que tu souhaites à l'intérieur de toi? T'sais? Exactement. Puis je pense que le débat est particulièrement présent pour les personnes autistes, où on considère que, par exemple, au niveau social, ils ont des inadaptations, mais là, on est en train de, puis je dis là, il y a des chercheurs, il y a vraiment deux écoles de pensée, là, mais je te donne un exemple banal, là. Une des choses qui est assez typique chez les personnes autistes, c'est que le contact visuel est pas naturel. Donc, quand la personne va parler, elle n'aura pas tendance à te regarder dans les yeux. Mais là, il faut se poser la question, c'est quoi ça l'apporte de plus
d'emmener cette personne-là à regarder dans les yeux si finalement ça cause un inconfort chez elle. Est-ce que ça nuit vraiment à son fonctionnement adaptatif de ne pas regarder dans les yeux? De la même façon qu'on se dit, OK, mais les personnes devraient être capables de participer à des contextes sociaux que d'autres gens, mais s'ils ne souhaitent pas participer à ces contextes-là, c'est là qu'il faut se poser la question à savoir si l'intervention est pertinente ou non, là. Puis, tu sais, ce que tu dis là, pour moi, c'est est-ce que tu le fais pour toi ou pour l'autre? Tu sais, dans ce sens-là, tu sais, comme, parce que l'exemple que tu as donné se transfère à plein de contextes que je vois, tu sais, dans ma vie. Puis là, justement, tu m'as ramené, puis merci de faire ma job à ma place. Tu sais, tu m'as ramené un petit peu à, justement, le trouble du spectre de l'autisme, les différents handicaps. Tu sais, en début de conversation, tu me disais, comme, j'aimerais ça que les gens soient conscients des limites puis des enjeux de la recherche avec cette clientèle-là. Puis je pense que ça va vraiment mettre la table pour qu'on parle un peu plus de ton étude, le Making Physical Activity Fun and Accessible to Adults with Intellectual Disabilities, a pilot study of a gamification intervention, donc une étude pilote sur la gamification des interventions, si ma traduction est bonne. Mais bref, je pense gamification. Mais je pense que juste de cadrer, tu sais, des fois, c'est comme pourquoi on s'attarde à ça? Ben, je pense que c'est important qu'on le sache avant qu'on en parle. Puis selon moi, en tout cas, j'assume, à toi de me corriger si c'est pas le cas, que pourquoi tu t'attardais à ça, c'est parce qu'il y a sûrement des limites puis des enjeux au niveau de la recherche avec cette clientèle-là. Fait que c'est quoi un petit peu les limites et les enjeux pour les gens qui n'ont aucune idée de ce qui se passe dans la recherche à ce niveau-là? Oui. Donc, je pense qu'il y a toutes les limites et les enjeux au niveau recherche. C'est une chose, mais pour moi, ce qui me motive à faire la recherche avec ce groupe-là de personnes, c'est vraiment les limites puis les enjeux sur le terrain. Donc, c'est sûr que si on retourne en arrière là, puis on compare à quand il y avait l'institutionnalisation, puis qu'on envoyait les gens qui avaient un diagnostic d'autisme ou de déficience intellectuelle en institution, c'est sûr que si on compare à ce moment-là, les opportunités de participer à la vie sociale, comme que nous, on la connaît, sont plus grandes. Les soins qui sont offerts, l'accès aux services sociaux, l'accès à l'éducation, même l'accès au milieu d'emploi. On a vu des grandes améliorations à ces niveaux-là. Mais quand on regarde spécifiquement le sport, on va y aller avec le sport, là, les opportunités de participation sont encore très restreintes. Puis, sont restreintes, oui, pour l'ensemble des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un diagnostic d'autisme, de trouble du spectre de l'autisme, mais ce qui est le plus inquiétant, c'est vraiment pour ceux qui ont des difficultés qui sont plus importantes. Fait que, un diagnostic avec, par exemple, une déficience intellectuelle qui est plus sévère. C'est là où, en ce moment, ce qui est disponible dans la collectivité comme opportunité de participer est encore plus restreint. Donc, par exemple, Olympiques spéciaux, c'est pas adapté à toute cette clientèle-là de pouvoir y participer. C'est pas toujours possible d'avoir du 1 à 1 pendant ce type d'activité-là. Et sans enlever rien aux Olympiques spéciaux parce que je pense que c'est une organisation merveilleuse que j'adore puis que j'espère éventuellement pouvoir travailler là, vraiment avec eux là, dans différents projets. Il reste que, un peu comme le sport récréatif et même compétitif au Canada, beaucoup des entraîneurs, ce sont pas des entraîneurs qui sont nécessairement formés. Donc, c'est encore plus vrai quand on parle des Olympiques spéciaux, c'est souvent des parents qui vont être les entraîneurs. Donc, il y a en plus cet élément-là qui vient rendre difficile la participation de certaines personnes. Fait que ça, c'est des contraintes comme vraiment au niveau des activités qui sont disponibles dans l'environnement des personnes. Ouais. Puis après ça, il y a quand même un plus grand nombre d'études pour les enfants parce qu'il y a des programmes qui sont implantés dans les écoles au niveau de l'activité physique, du sport. Donc, ils ont comme une plateforme pour rendre accessible ce type d'activité-là. Mais quand on s'en va dans les groupes de personnes qui ont une déficience intellectuelle, les personnes autistes qui sont plus vieilles, il y en a beaucoup qui vont se retrouver à vivre dans des milieux résidentiels, que ça soit des milieux familiales privés, que ça soit des milieux qui sont gérés par le gouvernement.
Euh, Puis c'est là que ça ajoute beaucoup de barrières supplémentaires, des gens qui interviennent mais qui sont pas formés ou sensibilisés à l'importance de l'activité physique ou comment l'implanter ou au sport. Euh, les problèmes aussi au niveau organisationnel ben, si tu habites avec 5 autres, 6 autres, 7 autres, 8 autres personnes qui ont des besoins puis qu'il y a 2 intervenants, c'est impossible que tu aies accès au transport nécessaire. C'est pas toujours possible d'avoir accès au transport Ouais. nécessaire pour te rendre à tes activités. Euh, ben, c'est sûr que, comme je mentionnais, au niveau de la sensibilisation à l'importance de l'activité physique, ça vient souvent des parents ou des intervenants d'emmener les gens à être actifs parce que c'est quand même documenté qu'il y a une moins grande motivation intrinsèque pour l'activité physique et le sport chez ces clientèles-là. Donc, des fois, il faut les pousser un petit peu plus. Mais une fois qu'ils commencent, habituellement, là, c'est des activités qui sont appréciées. Donc, il y a tous ces variables-là, là, si on veut, là, personnelles puis environnementales qui rendent difficile la participation au sport, ce qui est particulièrement inquiétante. Puis on le voit dans la population générale là, qu'il y a des augmentations au niveau des taux d'obésité, des taux inquiétants de temps de sédentarité, que ce soit chez les adolescents, sans déficience sexuelle, les enfants, les adultes. On le voit dans la population générale, mais c'est encore plus vrai chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Le temps de sédentarité est tellement élevé le temps d'activité physique est très bas.